Vous me recevez les gens? On continue? Donc, quand c'est pas extériorisé, donc, je vous ai dit, je viens de vous parler des ethmoïdites non extériorisés. Donc maintenant, dans les formes extériorisées, d'accord? Donc on peut avoir au début une cellulite périorbitaire. Je vais vous montrer sur cette image. Donc l'ethmoïdite, elle va fuser à travers la lame papyracée vers l'orbite. D'accord? Donc l'ethmoïdite va s'extérioriser en intra-orbiteur. Qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez une cellulite périorbitaire avec un œdème palpébral unilatéral cantal interne. Cantal, je vous ai dit, c'est l'angle interne de l'œil. À ce stade-là, l'oculomotricité et l'acuité visuelle sont conservées. Maintenant, quand il s'agit d'une cellulite orbitaire, là, elle est périorbitaire. Quand elle est orbitaire, l'exophthalmie est douloureuse mais réductible. C'est-à-dire quand on essaye de mettre en place l'orbite, l'œil plutôt, il revient à sa place avec une petite ophtalmoparésie débutante. L'acuité visuelle à ce stade, elle est conservée. Maintenant, dans les formes suppurées, c'est le phlegmon orbitaire, l'exophthalmie, elle est irréductible. D'accord? L'œil est ouvert tout le temps, avec une ophtalmoplégie complète et une baisse de l'acuité visuelle. Vous voyez pourquoi les ethmoïdites sont redoutables. Maintenant, on peut avoir une propagation veineuse de cette suppuration et on aura par la suite une cécité avec abolition des réflexes photomoteurs et anesthésie cornéenne. La bilatéralisation, la bilatéralisation donc, elle se fait via le sinus caverneux, c'est-à-dire vous avez une atteinte unilatérale qui va devenir bilatérale parce qu'elle va fuser à travers le sinus caverneux vers l'autre côté. D'accord? Et vous aurez une atteinte bilatérale avec cécité bilatérale. Concernant la bactériologie, donc par ordre décroissant, c'est l'hémophilus influenzae, le streptococcus pneumoniae et le staphylocoque aureus. L'imagerie sur le plan théorique, la radiographie standard n'a aucun intérêt. L'échodoppler, afin de mettre en évidence une éventuelle thrombose des vaisseaux orbitaires, elle est opérateur dépendante, elle n'est pas indiquée. C'est beaucoup plus la TDM avec ou sans injection afin de de poser le diagnostic d'une ethmoïdite avec cellulite orbitaire. Même chose ici sur cette image, vous avez une ethmoïdite droite avec extériorisation à travers la lame papyracée qui constitue la paroi entre l'ethmoïde et l'orbite. Donc, c'est une cellulite orbitaire. Même chose ici, vous avez une collection qui vient comprimer le muscle droit interne de l'œil. Ici, c'est le muscle droit interne de l'œil qui est
comprimé. Maintenant, le traitement. Le traitement, c'est un traitement médical avec des soins ophtalmologiques, notamment des larmes artificielles et un antiseptique local afin d'éviter les ulcères cornéens et les infections de cornée. Donc, c'est une antibiothérapie à large spectre, donc, c'est l'indication d'une hospitalisation. On doit hospitaliser le malade. On doit faire une antibiothérapie à large spectre de 7 à 14 jours avec relais oral pendant 21 jours. Le traitement chirurgical, ça sera soit une incision. On peut faire aussi une incision palpébrale, c'est ce qu'on appelle l'incision de Jack, qui va permettre l'extériorisation du pus à travers l'angle interne de l'œil. Et aussi, on peut proposer l'ethmoïdectomie radicale endonasale, c'est-à-dire on va mettre à plat toutes les cellules ethmoïdales. La sinusite frontale aiguë. La sinusite frontale aiguë, c'est une douleur unilatérale de la région supra-sourcilière exacerbée par la position penchée en avant. On peut avoir des larmoiements et une photophobie associée. Obstruction nasale et rhinorrhée. On a une sensibilité, c'est le signe pathognomonique, c'est la sensibilité à la pression du front. D'accord? Donc, quand vous palpez et vous faites une pression en regard du sinus frontal, ça provoque une douleur. La rhinoscopie antérieure, vous aurez du pus au niveau du méa moyen. La radiographie de standard, c'est l'incidence de face haute et profil, c'est-à-dire l'incidence nez-front-plaque, d'accord, pour explorer le sinus frontal. Mais idéalement, ça serait de demander une TDM. D'accord, le traitement des sinusites frontales aiguës, c'est un traitement médical qui est identique à celui de la sinusite maxillaire. En cas d'échec de ce traitement, on est obligé de faire une méatotomie, c'est-à-dire un drainage chirurgical par voie endoscopique. Maintenant, la sphénoïdite, elle est rare. Elle provoque une céphalée profonde localisée à l'occiput et au vertex. Elle peut s'accompagner de sensations vertigineuses. Donc, on peut avoir une baisse de l'acuité visuelle par rapport à la névrite optique. L'examen endonasal, donc on a du pus au niveau du cadre choanal. Le cadre choanal, c'est la partie supérieure de la choane qui est en rapport avec le récessus ethmoïdo-sphénoïdal dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le diagnostic se base beaucoup plus sur la TDM. Une autre entité sémiologique, c'est ce qu'on appelle la pansinusite. La pansinusite, c'est quoi? C'est l'atteinte de l'ensemble des sinus. C'est-à-dire, c'est une sinusite qui atteint le sinus frontal, le sinus ethmoïdal, le sinus sphénoïdal et le sinus maxillaire. Donc, pansinusite, c'est l'atteinte de l'ensemble des sinus de la face. Maintenant, les complications des sinusites de la face. Vous avez la cellulite orbitaire qui peut débuter par un abcès pré-périosté et qui va évoluer vers un phlegmon extra-périosté. Par la suite, vous aurez un phlegmon intra-orbitaire avec cellulite diffuse. Les autres complications endocrâniennes, vous avez l'ostéite. On peut avoir une ostéite de la table interne du sinus frontal ou de la table antérieure. Des fois, on peut avoir une sinusite frontale avec extériorisation de la collection au niveau de la région frontale, en sous-cutanée. Donc, la sinusite peut aussi fistuliser en endocrânien. Vous aurez un abcès extradural, une méningite suppurée et un abcès frontal, du lobe frontal. Maintenant, on passe aux sinusites chroniques. Donc, c'est un dysfonctionnement sinusien qui évolue depuis une période minimum 3 mois, pour dire qu'il s'agit d'une sinusite chronique. Les signes fonctionnels, donc c'est une rhinorrhée postérieure, une toux irritative, une gêne pharyngée, obstruction nasale qui est inconstante, une pesanteur périorbitaire et la cacosmie. D'accord? Vous connaissez tous la cacosmie. La cacosmie, c'est une sensation d'odeur nauséabonde. L'examen physique, donc vous aurez une muqueuse qui est rougeâtre congestive, endonasale. On peut avoir des dépôts purulents. Et à l'examen physique, on doit rechercher
donc une éventuelle cause mécanique obstructive à un éventuel MEA. Donc, vous avez la conchabulosa. C'est une malformation. Je ne sais pas si j'ai une image. Voilà. Conchabulosa, c'est une cellule surnuméraire qui se trouve au niveau du cornet moyen. D'accord? À titre d'exemple, vous aurez une cellule, une excavation au niveau de ce cornet moyen qui va venir obstruer le méa moyen et ça sera responsable de sinusite maxillaire chronique. Vous avez aussi la déviation septale. Maintenant, si vous avez une déviation de la cloison nasale qui vient vous obstruer, on peut avoir une déviation de la cloison nasale. Ici, elle est droite, mais on peut avoir une déviation de la cloison nasale qui vient obstruer le méa moyen et ça va provoquer les, les sinusites chroniques. Voilà. Et l'hypertrophie ou des formations turbinales. L'hypertrophie turbinale, c'est l'augmentation du volume des cornets. Les turbines, c'est les cornets. Maintenant, si vous avez une hypertrophie du cornet, voici une conchabulosa. Voici. Sur cette image, vous avez une cellule conchabulosa. Des fois, quand elle est hypertrophiée, on peut avoir un phénomène mécanique obstructif qui va retarder le drainage du mucus à travers le méa moyen et ça va générer ou provoquer les sinusites. Donc, conchabulosa, déviation septale, hypertrophie, déformation turbinale. Rajoutez à cela les processus endonasales. Maintenant, si vous avez une tumeur endonasale, qu'elle soit bénigne ou maligne, elle peut retarder le drainage microciliaire et provoquer et elle va être cause de sinusite. L'examen du cavum, voilà, si on a un processus cavern qui atteint le récissus ethmoïdo-sphénoïdal, on aura une sphénoïdite réactionnelle. D'accord? L'examen bucco-dentaire à la recherche de caries dentaires. Donc, l'enquête étiologique. Donc, soit vous avez un obstacle mécanique, anatomique, qui peut être congénital, notamment une DCN, hypertrophie des cornets conchabulosa, d'où l'intérêt de l'endoscopie de la TDM. Il peut être acquis. Parmi les causes aussi d'une sinusite chronique, vous avez les corps étrangers des fosses nasales. Un corps étranger des fosses nasales, vu l'état inflammatoire chronique endonasal, il peut provoquer une inflammation du méa moyen et une sinusite maxillaire chronique. Les polypes inflammatoires aussi, c'est des tumeurs bénignes qui peuvent provoquer des sinusites. L'allergie respiratoire, la rhinite allergique, par les phénomènes inflammatoires chroniques endonasales, on peut avoir une inflammation de la muqueuse endonasale. On peut avoir une inflammation de la muqueuse endonasale et ainsi une inflammation du méa moyen, ce qui va retarder le drainage mucociliaire et on aura une sinusite chronique sur rhinite allergique. La mucoviscidose, donc la sinusite est quasi constante, d'où l'intérêt d'un test de la sueur. Le syndrome d'immobilité ciliaire ou le syndrome de Cartagena et rechercher un déficit immunitaire, d'où l'intérêt de faire des biopsies de la muqueuse endonasale ou sinusienne. Concernant l'imagerie, c'est beaucoup plus la TDM. La panoramique dentaire trouve son indication si vous suspectez la cause dentaire dans la genèse de votre sinusite maxillaire. Cependant, l'imagerie de choix, c'est la TDM crânio-faciale. En cas de doute, s'il y a un processus ou pas, vous demandez, vous complétez par une IRM du massif facial. Le traitement, elle est médico-chirurgicale, donc lavage des fosses nasales au sérum salé, les vasoconstricteurs locaux, antibiothérapie orale de 21 jours. Traitement de la cause, si vous avez une DCN, il faudrait une déviation de la cloison nasale, il faudrait proposer une septoplastie.
En cas d'échec, ça sera la méatotomie moyenne, c'est-à-dire par voie endoscopique, on ouvre le méa moyen. Maintenant, si on n'arrive pas au fond du sinus maxillaire, on propose la voie vestibulaire, c'est-à-dire on incise la fosse canine, on trépane la paroi antérieure. Je vous ai montré tout à l'heure la voie d'abord du sinus maxillaire. Voilà. Il faudrait connaître aussi qu'il existe des formes aspergillaires mycosiques des sinusites. D'accord? Généralement, ils se développent chez des patients diabétiques. Concernant l'imagerie, vous aurez un aspect de micro-opacité au niveau des sinus maxillaires. Une sinusite avec quelques micro-opacités. Donc, la prise en charge, elle est chirurgicale. On est obligé de faire un prélèvement mycosique. D'accord? On envoie au laboratoire afin de poser le diagnostic, faire une méatotomie moyenne avec un lavage abondant des fosses nasales au sérum bicarbonaté afin de prévenir les récidives. Voilà. Pour la sinusite frontale chronique, c'est l'apanage du grand enfant. C'est une céphalée frontale en bas. Les complications, on les a citées tout à l'heure. Donc, le diagnostic, il se fait par TDM. Le traitement, encore un problème de connexion. On continue. Donc, la sinusite sphénoïdale chronique, elle est exceptionnelle. D'accord? Généralement, elle se développe selon un tableau aigu. C'est rare qu'elle se développe selon un mode chronique. Cependant, on peut avoir un petit épanchement au niveau du sinus sphénoïdal qui évolue d'une période de plus de 3 mois. Là, on évoque une sphénoïdite chronique. Concernant la méatotomie, maintenant vous avez l'image, les jeunes. OK. Donc, sur cette image-là, vous avez une image post-opératoire d'une méatotomie moyenne. D'accord? Ici, c'est les images scanographiques. C'est comme ça qu'on réalise une méatotomie par voie endoscopique. On introduit l'endoscope et on va élargir le méa moyen. Ici, c'est la paroi postérieure du sinus maxillaire. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait une méatotomie large. Ça va permettre de drainer toutes les sécrétions, de faire des lavages, des instillations, et ça va soulager le malade. Pour récapituler, donc on va dire que maintenant, concernant les sinusites chroniques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait commencer tout d'abord par un traitement d'épreuve, c'est-à-dire du sérum salé, lavage abondant des fosses nasales, plus corticoïdes topiques pendant 6 semaines. Maintenant, s'il y a une amélioration, qu'est-ce qu'on fait? On continue par les corticoïdes locaux à des cures qui sont répétées avec un intervalle de 3 semaines, en les espaces de 3 semaines. C'est-à-dire on va prescrire pendant 15 semaines un corticoïde local et intervalle de 3 semaines et on reprend avec des solutions salines qui sont en continu. Le patient doit se laver le nez en continu. Chaque matin, quand vous vous lavez, vous levez le matin, vous lavez votre nez au sérum salé, hypertonique idéalement, qui doit être tiède afin de le fait qu'il soit tiède, ça va en quelque sorte jouer un rôle de mycolytique. Ça va fluidifier les sécrétions nasales et ça va. Pardon, alors, encore un problème de connexion. Maintenant, s'il y a une amélioration en continu, s'il n'y a pas d'amélioration, on est obligé de rechercher une cause mécanique, c'est-à-dire soit un polype, soit une déviation de la cloison, soit une conchabulosa. S'il n'y a pas d'amélioration, pour les polypes, on propose une corticothérapie. Par contre, pour les déviations de la cloison et la conchabulosa, on propose un traitement chirurgical. D'accord? J'espère que j'ai répondu à vos questions. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à
me poser des questions. Si la question est présente, vous pouvez la mentionner maintenant. Sinon, vous m'envoyez un mail. Il n'y a pas de souci, je vous réponds. Des questions. L'antibiothérapie, elle est indiquée en cas d'échec du traitement symptomatique au cours de la sinusite chronique. D'accord? En cas d'échec du traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'on ne donne pas d'emblée une corticothérapie, une antibiothérapie plutôt. On commence par les sérums salés, hypertoniques et les corticoïdes topiques. On peut lever l'obstacle inflammatoire. L'obstacle inflammatoire, une fois levé, le drainage va s'effectuer normalement. Maintenant, s'il n'y a pas d'amélioration, on va rajouter des antibiotiques. Sinon, en premier lieu, on ne prescrit pas un antibiotique. D'accord? Il faut toujours commencer par un traitement symptomatique. Oppo atteint un cas clinique après. Chez Oppo, patient âgé de 34 ans, sans antécédents. Je connais où est la patiente. Une rougeur au niveau. C'est un cas clinique réel ou qu'est-ce que vous voulez comprendre? Maintenant, quel est le diagnostic? Il faut rajouter des données. Examen endoscopique en temps nasal. Hmm? Le cas clinique avec la TDM, il faudrait nous poster la TDM. Peut-être on va voir. Monsieur Oppo ou Madame Oppo, il faudrait, si c'est un cas clinique réel, idéalement, serait de voir l'état endonasal. Oui, vous me recevez, encore un problème de connexion. Oppo, votre cas clinique, si c'est possible de me poster votre cas clinique via mail, maintenant, si c'est un cas réel, il faudrait peut-être qu'on le voit, mais un patient qui a... Vous me recevez. Est-ce que vous pouvez poster les images scanographiques? Ou là, c'est un cas clinique, l'unité flécusséum, ou là, je sais pas. Ah, c'est votre... Ah, ok, ok, ok. Je comprends. Idéalement, il faudrait l'orienter à notre niveau pour l'examiner. Là, j'ai cru que c'était une question dans les sujets antérieurs. Il faudrait l'examiner. D'accord? Peut-être c'est un angiome, c'est pas un truc sinusien. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que j'ai répondu à vos questions, les jeunes? Pas de questions? Allez, bon courage et bonne journée. Et bon confinement.